Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, Mohammad Jawad Zarif à Beyrouth. La visite du chef de la diplomatie iranienne s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale après la signature de l'accord sur le nucléaire iranien. En Syrie, au moins 25 rebelles tués dans une attaque du groupe État islamique contre un important fief rebelle dans le nord du pays. C'est fait, le Parlement irakien a approuvé ce mardi à l'unanimité le plan de réforme anticorruption élaboré par le Premier ministre Haïdar El-Abadi. Et 85 milliards d'euros, c'est la somme qui sera versée sur 3 ans par les créanciers à la Grèce. La Commission européenne évoque un accord technique mais prévient qu'il n'y a pas encore d'accord politique. Je vous le disais en titre, Mohammad Jawad Zarif est à Beyrouth. La visite du chef de la diplomatie iranienne au Liban s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale après la signature de l'accord sur le nucléaire iranien et marque la volonté de la République islamique d'établir une coopération entre les différentes parties régionales. Pour des sources du 14 mars, la visite du diplomate iranien vise à confirmer la suprématie de Téhéran sur le monde arabe, du Yémen au Liban Sud, et elle intervient à la veille de la 27e séance pour l'élection d'un nouveau chef de l'État. Le juge d'instruction du Mont-Liban, Mohammad Bedran, a requis ce mardi la peine de mort contre Ali Zen, l'homme qui avait abattu son épouse Sarah El Amin de 17 balles de Kalachnikov. Le crime avait eu lieu le 19 mai dernier à Dawhit Aramoun, au sud de Beyrouth, en présence des enfants de cette femme de 46 ans. Un mois avant le meurtre, Ali Zen avait chassé son épouse du domicile conjugal avec ses 6 enfants. Elle avait alors trouvé refuge chez ses parents, à Bir Hassan. Sarah El Amin avait toutefois fini par décider de revenir auprès de son mari pour célébrer les 17 ans de Dana, l'une de leurs filles. Il la tuera ce soir-là avec sa Kalachnikov. Je vous disais en titre, au moins 25 rebelles syriens ont été tués dans une attaque du groupe État islamique contre un important fief rebelle dans le nord du pays. L'attaque a visé la ville de Marea, considérée comme le plus important réservoir de combattants et d'armes dans la province d'Alep pour les rebelles qui luttent à la fois contre le régime de Bachar el-Assad et l'État islamique. Les djihadistes ont tenté à plusieurs reprises de prendre Marea, située sur une importante route menant à la frontière turque. Les forces loyalistes yéménites, appuyées par les frappes de la coalition arabe, ont repris la province méridionale d'Abyan des mains des rebelles chiites. C'est leur 4e succès depuis la prise à la mi-juillet d'Aden, la capitale du sud du pays. Par ailleurs, 7 prisonniers, des combattants de la résistance du Sud, une coalition de combattants opposés aux rebelles chiites, ont été relâchés et sont arrivés à Aden à bord d'un des avions du Comité international de la Croix-Rouge. Les hôpitaux s'efforcent de faire face à l'afflux de combattants et de civils blessés. L'ONG Médecins sans frontières appelle à la levée de l'embargo sur les importations de médicaments. Le Parlement irakien a approuvé ce mardi à l'unanimité le plan de réforme anticorruption élaboré par le Premier ministre Haïdar El-Abadi. Objectif, apaiser la colère d'une population excédée par la mauvaise gestion du pays. Le plan vise à modifier le fonctionnement de l'État, notamment en supprimant des postes importants, en réduisant le train de vie des fonctionnaires et en améliorant les services publics dans un pays par ailleurs miné par des dissensions confessionnelles et des violences djihadistes. À 85 milliards d'euros, c'est la somme qui sera versée sur 3 ans par les créanciers à la Grèce. Athènes l'a annoncé aujourd'hui. Cette somme va permettre au pays de couvrir ses remboursements d'emprunts et ses arriérés de paiement. En échange, le gouvernement Tsipras promet d'opérer une longue liste d'ajustements budgétaires et de réformes. Les explications de Juliette Lacharnay. Visage fatigué mais détendu, les officiels grecs l'affirment, un accord a été conclu entre la Grèce et ses créanciers. Avec à la clé une enveloppe évaluée à au moins 82 milliards d'euros. Les parties se sont entendues sur les objectifs budgétaires à atteindre, moins importants que ce que souhaitaient les créanciers. Dégager un excédent de manière progressive pour atteindre les 3,5% en 2018. Il y a encore quelques détails à régler, mais nous y sommes presque. Des questions qui concerneraient notamment le fonds de privatisation souhaité par les créanciers et le sort des créances douteuses qui plombent le secteur bancaire du pays. Un accord d'autant plus important qu'il y a urgence. La Grèce, toujours soumise à un strict contrôle de ses capitaux, a besoin d'argent.
Sa dette représente 180% de son PIB, mais surtout Athènes se doit de rembourser avant le 20 août la somme de plus de 3 milliards d'euros auprès de la Banque centrale européenne. Le marathon continue donc pour la Grèce et le rythme ne faiblit pas. Le texte sera soumis au Parlement dès cet après-midi avec pour objectif un vote ce jeudi. Le déblocage de ce troisième plan d'aide permettrait ainsi au pays de remplir ses obligations. Plus de 4 ans après l'accident de Fukushima et l'arrêt de toutes les centrales du pays, un premier réacteur nucléaire a redémarré ce matin au Japon, celui de la centrale de Sendai qui a réactivé le premier de ces 2 réacteurs après avoir tenu sur son site plusieurs jours d'exercice sur la base d'un scénario similaire à celui de Fukushima. Les précisions de Marc Pop. Dans la salle de contrôle, l'instant est solennel. Le réacteur nucléaire de Sendai vient d'être réactivé après 4 ans d'inactivité. Notre décision de reprise d'activité est claire. Et c'est donc basé sur cette décision que la centrale de Sendai a été de nouveau activée. Le cœur du réacteur devrait commencer dès vendredi à générer de l'électricité qui sera exploitée commercialement début septembre. Le gouvernement de Shinzo Abe cherche ainsi à faire des économies. Depuis 4 ans, le pays dépend des importations d'énergie fossile qui coûtent cher à l'État et aux industries. Cette reprise d'activité met en colère beaucoup de Japonais, à commencer par l'ancien Premier ministre Naoto Kan. On ne peut pas prévenir les accidents, c'est pour ça qu'ils arrivent. Et dans ce cas, toutes les précautions nécessaires pour empêcher un accident n'ont pas été prises. Rien n'est résolu depuis Fukushima. Pourtant, cette centrale est réactivée. Cela a été une vraie surprise pour moi et je trouve ça terrible. Avant Fukushima, 30% de l'électricité du Japon venait du nucléaire. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite que ce pourcentage atteigne au moins 20% d'ici 2030. Ainsi, le réacteur de Sendai n'est que le premier sur la liste. Sur les 43 centrales opérationnelles que compte le Japon, 23 sont en train de subir des contrôles de sécurité. Restez des nôtres au retour de la pause. Rendez-vous avec l'illusion conjugale, une mise en scène signée Valérie Vincent qui est l'invitée de ce JT. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, je vous propose à présent de jeter un œil sur le festival de Beit Din jusqu'au 5 septembre. Il accueille encore 5 concerts, mais aussi, chose un peu plus rare, une pièce de théâtre. Il s'agit de l'illusion conjugale qui sera mise en scène par Valérie Vincent les 16, 17 et 18 août à Der El-Kamar, dans la cour intérieure du palais de la municipalité. Valérie Vincent a accepté de venir sur notre plateau cet après-midi. Elle est interviewée par ma collègue Philippine de Clermont-Tonnerre. Bonsoir Philippine. Bonsoir Serge. Valérie Vincent, bonsoir. Bonsoir Philippine. Vous résidez au Liban depuis une dizaine d'années où vous avez atterri après avoir créé de nombreux spectacles à Paris et en région parisienne. Vous avez, en plus de vos nombreux projets théâtraux et cinématographiques, créé une école de théâtre qui s'appelle Expression et Langage. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de me recevoir. Alors, c'est la 3e fois que vous présentez cette pièce au Liban. Les 2 premiers rangs ont eu lieu en avril au Casino du Liban et en mai au Théâtre Mono. La pièce a été un succès et ce n'est pas étonnant étant donné que le sujet parle à tout le monde. Il s'agit de couple et d'adultère. Alors, je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait pour commencer. Avec plaisir. Je t'ai trompé avec 12 femmes et tu m'as trompé avec un seul homme. J'admets avoir mieux connu cet homme que tu n'as connu tes 12 femmes. La performance est extraordinaire. Plus elles sont nombreuses, moins elles existent. Il y a un effet de dilution. Mais arrête avec tes comparaisons chimiques. J'ai été vraiment bluffé par le jeu d'acteur. Bon je vais peut-être vous laisser. Un pur moment de bonheur, vraiment. Valérie Vincent, doit-on tout se dire dans un couple? Est-ce la question que pose cette pièce? D'une certaine manière, oui. Doit-on tout se dire? C'est un peu la question que pose la pièce, mais je pense qu'elle va aussi plus loin. Comment l'homme et la femme ressentent la tromperie? Est-il plus grave de tromper sa femme 12 fois alors que ce n'est que physique, ou bien une seule fois, tromper son mari une seule fois, mais pendant 9 mois, et puis partager autre chose que du sexe? Donc voilà, ça pose beaucoup de questions de cet ordre-là.
Et en 2010, la pièce a été jouée donc en France. À Paris, exactement, oui, elle a été jouée en France. Et l'auteur Éric Assous a obtenu un Molière pour cette pièce. C'est un très très beau texte. Vous savez, c'est pas une pièce de boulevard, hein. C'est une pièce très drôle, mais en même temps qui peut tourner au tragique. On rit, on est ému, on s'interroge. Ça touche vraiment à tous les thèmes théâtraux. Donc c'est très très intéressant. Et ce qui était très intéressant aussi, c'était de jouer cette pièce au Liban. Alors justement, vous l'avez joué au Liban. Alors votre équipe de comédiens est composée de Cécile Longer, qui, les auditeurs le savent peut-être, est aussi consul général de France au Liban. Il y a aussi parmi les acteurs Joe Abiahad et Joe Toutoungi, donc qui sont libanais. Le public, lui aussi, est bien entendu libanais. Est-ce que cela a donné, vous a donné une approche différente? Est-ce que cette pièce a un écho différent au Liban, que ce soit dans votre travail et ou dans la réception du public? Alors, selon mon travail, l'approche a été tout à fait la même que si je l'avais montée en France, puisque le sujet, encore une fois, est universel. Il aurait été de très mauvais goût de la transposer dans une maison libanaise, et puis ça n'aurait pas eu de sens. Voilà. Maintenant que l'écho était différent ici, qu'il aurait pu l'être ailleurs, c'est possible. C'est pas à moi d'en juger, mais une chose est certaine, c'est qu'au sortir de la pièce, beaucoup de spectateurs nous ont dit mon mari et moi, ou ma femme et moi, on avait des choses à se dire dans la voiture. Voilà, bon, mais je pense que sur tous les continents, c'est la même chose. Bien sûr. Ouais. Et j'imagine que de jouer cette pièce dans le cadre du festival de Bétédine, c'est quelque chose d'assez grisant pour vous et pour les comédiens qui vous accompagnent. Voilà, exactement. En fait, donc les 16, 17 et 18 août prochains, mes acteurs vont jouer sous la voûte étoilée du ciel d'El El Kamar, avec le soutien du festival international de Bétédine. C'est une immense chance. Il est vrai que ce spectacle, on l'a créé au Casino du Liban. On a eu un grand succès. Ensuite, on l'a joué au Théâtre Monod, re-succès. On a envie de terminer en beauté. Et d'ailleurs, on invite tous les spectateurs, après chaque représentation, à changer de palais, à traverser la route et à aller au Palais Fakhreddine, plus connu sous le nom de musée Baz, afin de faire un cocktail dînatoire en compagnie de tous les comédiens, de toute l'équipe. On voulait finir comme ça autour d'un verre de l'amitié et de quelques bouchées offertes par nos magnifiques sponsors. Ça promet d'être un bon moment en tout cas. J'espère qu'il reste encore des places pour Alors il reste encore des places, réservées. Mais il faut se dépêcher. Et puis de toute façon, on aura toujours la place de mettre des chaises en plus. Donc la salle est grande, enfin la cour du palais est grande, donc soyez les bienvenus, et si vous n'avez pas eu le temps de réserver vos places, n'hésitez pas à venir nous rencontrer aussi. Voilà. Valérie Vincent, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Je vous rappelle qu'Illusion conjugale sera jouée au festival de Bétédine les 16, 17 et 18 août prochains. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippine. Merci à vous, merci à vous Philippine, à votre invité. Faisons tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Mohammad Jawad Zarif à Beyrouth. La visite du chef de la diplomatie iranienne s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale après la signature de l'accord sur le nucléaire iranien. En Syrie, au moins 25 rebelles tués dans une attaque du groupe État islamique contre un important fief rebelle dans le nord du pays. C'est fait, le Parlement irakien a approuvé ce mardi à l'unanimité le plan de réforme anticorruption élaboré par le Premier ministre Haïdar El-Abadi. Et 85 milliards d'euros, c'est la somme qui sera versée sur 3 ans par les créanciers à la Grèce. La Commission européenne évoque un accord technique mais prévient qu'il n'y a pas encore d'accord politique. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. L'info continue. À demain.